Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la RSE, de la transition écologique, un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Est-ce que ce ne serait pas le jour de dire un mot d'Ecopo, votre Je crois site, que oui, c'est le moment. Ecopo.fr, un site qui est né en 2016 et qui parle de solutions d'entreprises engagées, d'entrepreneurs engagés et conscients de leur impact social, sociaux, sociétaux et environnementaux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets qu'on puise dans Ecopo et qu'on traite ici même. Au sommaire, l'économie circulaire, le tri des déchets, l'éco-emballage avec Jean Ornin, le directeur général de Citeo. Nous parlerons de l'entreprise contributive. Qu'est-ce que c'est? On le découvrira avec deux invités. Et puis dans Smart Ideas, coup de projecteur sur la start-up Beau Nuage qui fabrique des parapluies à partir de bouteilles de plastique recyclées. Voilà pour les titres. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Jean Ornin, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc le directeur général de Citeo. Votre métier, c'est quoi? Le tri, la valorisation des déchets? Notre métier, c'est de réduire l'impact environnemental de la consommation quotidienne, et en particulier celle des emballages et des papiers, dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Donc en fait, Citeo est une entreprise qui a été créée il y a plus de 25 ans par les entreprises, parce qu'elles ont la responsabilité de la fin de vie des emballages et des papiers dès lors qu'elles vendent un produit. C'était une grande innovation d'ailleurs à l'époque. Et du coup, ça s'appelait éco-emballage et éco-folio pour les papiers graphiques qu'on a transformé en Citeo. Et ce qui fait que chaque année, les entreprises investissent 800 millions d'euros. 30 000 entreprises françaises qui mettent des produits sur le marché financent plusieurs choses, ce qu'on appelle, nous, l'éco-conception, donc la recyclabilité ou la réduction, finance la mobilisation des consommateurs et des citoyens pour qu'ils mettent leurs emballages et leurs papiers dans le bac de tri, et on finance, via un partenariat avec les collectivités locales, le bac de tri, donc, qui est souvent jaune, pas toujours, qui est chez vous ou dans la rue, de façon à ce qu'on arrive à faire une économie circulaire totale des emballages et des papiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, on recycle 70% des emballages ménagers et 60% des papiers. Effectivement, 70% d'emballages recyclés, ça représente 3 500 000 tonnes sur les 5 millions qui sont mises sur le marché. Il y a 250 collaborateurs chez Citeo, 1 600 000 tonnes de CO2 évitées par an grâce à ce recyclage des emballages. On est en France, évidemment. 1 600 000 tonnes, c'est l'équivalent de 780 000 voitures en circulation pendant un an. Voilà, ça donne une impression, enfin une comparaison de ce que ça représente. Vous êtes une entreprise un peu particulière. C'est-à-dire, il y a l'agrément de l'État. Ça veut dire quoi? Oui, c'est une entreprise qui est agréée par l'État. Donc, elle agit dans un cadre qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur. Et en fait, c'est une entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été fondée par des entreprises et par des entrepreneurs. Donc, mais qui a but non lucratif. À but non lucratif. Et qui, finalement, est quelque chose de très intéressant. C'est que c'est l'exercice de la responsabilité environnementale par les entreprises elles-mêmes, puisque finalement, elles portent cette responsabilité, elles payent, elles financent, elles éco-conçoivent leurs emballages. Et du coup, ça montre que les entreprises font partie de la solution, finalement, si on veut régler le problème de la planète. Et je trouve que de ce point de vue-là, Citeo est une entreprise très intéressante qui marie finalement la liberté d'entreprendre, le fait d'avancer, d'innover, et cette responsabilité environnementale qui nous concerne tous et qui est aujourd'hui un enjeu majeur. Alors, vous venez de réunir la semaine dernière le second forum international des solutions plastiques. C'est le recyclage chimique des plastiques qui est en jeu. De quoi s'agit-il? En fait, dans les emballages, vous avez plusieurs matériaux. Donc, vous avez le matériau historique qui est le verre, ensuite vous avez le carton, l'acier, l'aluminium, et ensuite le plastique, ou plutôt les plastiques, qui est le matériau, on va dire, le plus innovant, le plus moderne, le plus protecteur, le plus léger. Il y en a partout, regardez, sur ce plateau même. Oui, on faisait avant que l'émission démarre le compte de ce qui était potentiellement recyclé. Bon, on n'est pas sûr. C'est celui qui nous pose aussi le plus de problèmes, en fait, puisqu'on arrive aujourd'hui à recycler 50% des emballages ménagers en plastique sans problème, 25%. On a besoin de trouver des solutions, et 25%, il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelait l'éco-conception. Et donc, le recyclage chimique fait partie de l'innovation, c'est-à-dire que vous avez de l'innovation matériaux, mais vous avez aussi l'innovation en matière de technologie de recyclage qui vous permettent, en gros, au lieu de faire du recyclage mécanique qui consiste à couper une bouteille, la broyer, laver, faire des paillettes, c'est revenir à ce qu'on appelle le monomère. Donc, c'est arriver à avoir une qualité matière quasiment identique à celle du vierge,
avec un objectif, c'est que finalement, on pourra faire une boucle totale, c'est-à-dire faire revenir le plastique dans l'emballage alimentaire, puisqu'en fait, on a un sujet sanitaire, puisque ce qu'on gère, nous, vient quand même de nos poubelles ou de nos bacs de tri. Et du coup, le recyclage chimique est une des solutions qui permettent d'envisager, nous, ce qu'on appelle le 100% solution, c'est-à-dire sur tous ces plastiques. On a besoin, dans les 5 ans qui viennent, d'avoir soit trouvé des solutions de réduction, soit des solutions de réemploi, soit des solutions de recyclage. Et le recyclage chimique fait partie de ces options. Justement, il va y avoir des usines qui vont voir le jour en France pour accélérer ce recyclage, c'est ça? Qui porte ces projets? Oui, il y a eu 2 annonces récentes, une portée par Suez et Loop Industries, qui est une entreprise canadienne sur le recyclage chimique de ce qu'on appelle le PET, avec lequel on fait les bouteilles, et l'autre, une annonce récente de Total sur le site de Grand-Puy en Seine-et-Marne, de recyclage chimique par une technologie qui s'appelle la pyrolyse, qui va voir le jour en 2023 et qui donc nous donne des perspectives très intéressantes pour atteindre le 100%. Mais alors, le rôle de Citeo dans un projet comme ça, c'est quoi? C'est de participer à la recherche et développement pour arriver à une solution technique? Oui, alors on fait plusieurs choses. Effectivement, nous, on a beaucoup de projets, on fait beaucoup d'appels à projets et on a des budgets R&D qui font plusieurs millions d'euros chaque année pour trouver ces solutions, donc d'éco-conception, de recyclabilité, de substitution. Et par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, on finance l'essentiel de la collecte et du tri. Et il s'agit bien pour nous de pouvoir leur fournir la matière nécessaire pour qu'on puisse rentrer dans une boucle totalement circulaire. Et puis, il y a ce rôle de sensibilisation, d'information des citoyens sur les questions de tri. Vous venez de lancer une campagne de sensibilisation destinée au grand public pour inciter à trier les emballages salis. Regardez. Pour moi, trier, c'est redonner un avenir à mes emballages sales. Je passe souvent derrière mes colocs parce que c'est vrai que des fois on oublie un peu que même sales, les cartons, ça se recycle. Et avec toutes les soirées pizza qu'on fait, ce serait vraiment dommage de ne pas trier les cartons. Rejoignez le mouvement sur triercesdonnées.fr. La salissure, c'est quoi? C'est le premier frein ou l'un des premiers freins au recyclage, au tri? C'est un grand frein. Chez un tiers des trieurs, en fait, c'est un frein. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas mettre leurs emballages dans le bac de tri parce qu'en fait, il reste encore un peu des aliments. Or, on n'a pas besoin de faire la vaisselle avant de trier. Donc, vous pouvez mettre votre carton de pizza, votre boîte de conserve ou de sardines, votre brique de lait, même s'il reste encore un peu d'aliments dedans, dans le bac de tri. Et tout ça va partir au tri et ensuite au recyclage. C'est important de le dire parce que ça m'est arrivé, ou c'est arrivé à des proches, il y a des gens qui rincent les emballages avant de les mettre dans le bac de tri. Ça consomme de l'eau, donc ça on peut ne pas le faire. Oui, en fait, c'est derrière quand ça part au recyclage, en fait tout ça est parfaitement nettoyé. Et vous avez raison, on a un enjeu de pédagogie, de simplification du tri en France, puisque finalement c'est encore un geste, alors qui est pratiqué par presque 90% des Français. Donc il est rentré dans les mœurs, c'est quasiment réflexe, mais seulement 1 sur 2 le fait systématiquement, c'est-à-dire tous les jours et où qu'il se trouve, c'est-à-dire que ce soit dans la cuisine, mais aussi la salle de bain ou la rue. Oui. Mais pour ça, pardon Émilie, mais vous serez d'accord avec moi, il faut quand même simplifier l'histoire des bacs et des couleurs des bacs, parce qu'en fonction du lieu, le bac de tri, du lieu où on est, c'est pas la même couleur, on ne sait pas ce qu'on doit mettre dedans, on ne peut pas tout mettre. Là, c'est jaune. Vous avez raison, en fait, c'est un enjeu pour la France, et donc avec les collectivités locales, en fait, qui ont cette possibilité-là. Donc il y a un enjeu d'harmonisation nationale qui est en cours, et logiquement, d'ici, on va dire 2023-2024, on devrait avoir cette harmonisation nationale qui permettra d'avoir un geste plus simple et de dire aux Français, vous pouvez mettre tous vos emballages et tous vos papiers dans le bac de tri. Après, il restera encore des différences régionales, mais si la couleur des bacs est la même, déjà, on aura réglé une partie. On aura progressé, c'est clair. Je voulais vous parler d'une autre actualité, celle d'Intermarché, qui a lancé la première bouteille de lait 100% recyclée. Et je voulais savoir quel avait été le rôle de Citeo. En fait, on a investi en recherche et développement. Donc, en fait, c'est le résultat de 2 ans de travaux de R&D, en fait, autour d'un matériau qui s'appelle le PET opaque, qui, à l'époque, d'ailleurs, a fait parler de lui, puisqu'on disait c'est cette bouteille de lait qui n'est pas recyclable. Et en fait, l'idée là, et quand on cherche, nous, le 100% solution, c'est de dire OK, on va s'y mettre, et on a fait un consortium avec beaucoup d'entreprises, plus bien évidemment de la technologie, pour arriver à boucler la boucle et donc à faire une bouteille de lait qui se trouve d'ailleurs va être un peu grise parce que c'est du plastique recyclé. Et le plastique recyclé ne peut pas toujours avoir la couleur blanche parfaite, mais on pense que les consommateurs
la choisiront quand même. Elle peut devenir un symbole, cette bouteille, de cette économie circulaire qu'on recherche et à laquelle vous participez? Oui, je pense que, en tout cas, les Français sont aujourd'hui très sensibles et la crise sanitaire n'a pas effacé cette sensibilité-là à la consommation responsable et globalement à l'adaptation de notre consommation, de notre production, de notre distribution à la préservation de la planète. Et ça veut dire que par rapport à une brique en carton, c'est mieux, moins bien, c'est pareil, c'est... La brique en carton va aller au recyclage. Donc après, c'est vrai que l'idée qu'on puisse boucler la boucle est vraiment très intéressante. Maintenant, si la brique en carton, ça va donner de la fibre de cellulose et elle ira dans un carton d'emballage ou dans une autre application, c'est pas grave. On est toujours dans l'économie circulaire. Donc ça peut retourner à l'emballage. Dans certains cas, ça peut aller dans d'autres applications et c'est tout aussi valable. Mais je reviens à l'emballage plastique et à son recyclage. C'est infini ou pas? C'est-à-dire qu'il y a un moment où la qualité du plastique finit par s'altérer à force d'être recyclé? C'est pas tout à fait la vie éternelle, c'est vrai. Même si les technologies évoluent et donc, du coup on peut recycler de plus en plus, néanmoins c'est une vraie solution pour protéger la planète. C'est-à-dire qu'il faut le développer. Et là, les technologies de recyclage par dépolymérisation chimique permettent d'aller encore plus loin sur ce sujet-là. Après, d'autres matériaux comme le verre, par exemple, peuvent être recyclés de façon très, 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 très intense. L'aluminium, l'acier également. Le carton, ça dépend parce que c'est des fibres. Donc en fait, les fibres, à la fin, elles finissent par s'abîmer également. Mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que le recyclage, c'est une très bonne chose pour la planète et il faut vraiment poursuivre. Et ben voilà le bon message. Merci beaucoup, Jean-Romain. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur l'avenir des entreprises contributives. Demain, l'entreprise sera-t-elle contributive? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Céline Puf-Ardichvili, directrice générale et partenaire de l'agence d'ERP Lookchart. Pourtant, on se connaît un peu, donc bonjour et merci d'être avec nous. Merci, Émilie. Bienvenue à vous. Et nous avons un autre habitué, d'ailleurs, de l'émission. C'est Fabrice Bonifay, qui est directeur QSE et développement durable du groupe Bouygues et qui est également président du C3D, le Collège des directeurs du développement durable. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je précise que Céline, vous êtes également la cofondatrice du blog Entreprise contributive. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'entreprise contributive, Fabrice? C'est moi qui commence. Ouais. On a petit rapide ou face. Voilà. Dans ce monsieur, c'est les filles qui commencent. Bon, Ok, d'accord. Allez, Céline. Allez, Céline, allez. Moi, je la décrirais comme une entreprise qui ne se contente pas de réduire ses impacts négatifs, mais qui proactivement décide de régénérer l'état de la planète comme l'homme, parce que tout simplement, on est un petit peu nombreux et qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes. Alors, avec Fabrice, effectivement, on a ouvert un blog pour essayer de faire contribuer les gens au sujet de l'entreprise contributive. On est heureusement nombreux à réfléchir et à essayer d'agir à notre échelle, de l'intérieur en entreprise. Et on s'est dit, tiens, si l'entreprise contributive avait un blason, un logo, une image forte, ça serait quoi? Il y a 4 oiseaux dans le blason de l'entreprise contributive. Je te l'enverrai si tu veux. Oui. Il y a... Alors, la liste des oiseaux? Il y a un phénix, parce que l'entreprise contributive doit réinventer son modèle avant que ça ne chauffe trop. Il y a un colibri, parce qu'elle doit faire sa part. Il y a une colombe, parce qu'au bout, si on ne fait pas ce qu'il y a à faire, il n'y a pas forcément la paix. Donc là, on pense à paix sociale, mais parlons de la paix tout court. Et il y a aussi un dindon. Pourquoi un dindon? Parce que l'entreprise contributive, elle a les pieds sur terre. Il faut bien qu'elle fasse du profit pour exister. Et il y a un oiseau qui n'y a pas du tout sur le blason de l'entreprise contributive. Il n'y a pas d'autruche, parce qu'on ne va pas pouvoir se planquer. D'accord. Fabrice, c'est juste une entreprise qui fait de la RSE, qui est préoccupée par ses impacts. Non, enfin, la RSE, c'est juste une posture défensive. La RSE, c'est j'essaye de rendre compte de mes impacts. D'accord. J'essaye de les diminuer, mais il n'y a pas véritablement de vocation à changer le modèle. Alors que l'entreprise contributive veut changer son modèle. C'est pas faire mieux ce que j'ai toujours fait, c'est faire différemment, c'est faire autrement. Et donc pour ça, il y a cinq approches d'entreprise contributive. C'est-à-dire, voilà, je prends les faits scientifiques comme la donnée d'entrée de ma stratégie.
Voilà, l'effet scientifique nous dit, enfin les scientifiques nous disent aujourd'hui, si on dépasse 430 ppm de CO2 dans l'atmosphère, la planète sera invivable. Donc comment avoir une économie viable sur une planète invivable? Et ça, c'est pas pour 2100, hein, c'est pour 2030 ou 2050. Donc on part des faits scientifiques. Puis ensuite on dit voilà. L'économie linéaire qui consiste à dire j'extrais des matières premières, je fabrique des produits, je les jette et je recycle rien, je réemploie rien. Ça, c'est la croyance, la fausse croyance de la croissance infinie dans une planète, sur une planète finie en ressources. Ça, c'est plus possible non plus. Donc, on propose un nouveau modèle d'affaires qui est bien sûr beaucoup plus basé sur l'usage. C'est-à-dire, je propose à mes clients des produits, mais je ne leur vends pas les produits. Donc, on n'est plus dans l'économie de la possession, on est dans l'économie de l'usage. Je fais en sorte que les produits durent le plus longtemps possible, soient réparables, etc. Et je vends l'usage de ces produits. C'est l'économie de la fonctionnalité. Et ça marche pour tous les domaines, y compris les vêtements maintenant. Et ça, c'est bien meilleur pour l'environnement. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de l'empreinte carbone d'un produit aujourd'hui, un smartphone par exemple, 75% de l'empreinte carbone d'un smartphone, c'est sa fabrication. Donc s'il dure beaucoup plus longtemps, s'il est réparable, s'il a une durée de vie qui est triplée ou quadruplée, eh bien on va baisser la pression sur les ressources. Eh bien l'entreprise contributive explique comment on arrive à baisser la pression sur les ressources et à continuer de créer de la valeur sociétale, sociale et environnementale, tout en diminuant les impacts négatifs. Et c'est possible. Mais c'est compliqué, j'imagine. Et puis ça peut être un travail de longue haleine, de longue durée. Le 25 février dernier, avec le MEDEF et l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, vous avez organisé un colloque sur ce thème de l'entreprise contributive. C'est vous qui l'animiez d'ailleurs, Céline. Comment on pourrait prendre l'exemple de Bouygues, mais d'autres grands groupes, comment on les fait comme ça basculer leur centre de gravité, leur ambition, leur stratégie? C'est un travail de longue haleine. Oui, on en voit qui essayent de basculer. Déjà, il faut l'honnêteté de regarder un peu sur le long terme, de regarder ces impacts où ils sont, et ils sont pas forcément, enfin ils sont ici, chez nous. Il y a l'emploi, il y a les chaînes de production, etc. Mais ils sont surtout loin, ailleurs. Donc il faut avoir oui, parce qu'on peut exporter notre pollution d'une certaine façon. Il faut regarder en face nos émissions de GES notamment, mais aussi nos impacts sociétaux. Si on fait ce travail et on se demande où sont nos impacts, alors on essaye d'agir. Des grands groupes sont en transformation. On a Carrefour avec Act for Food et qui se dit tiens, mon impact dans ma chaîne, mon impact dans le local, mon impact dans le plastique, etc. Donc essaye avec des start-up ou des entreprises qui ont des idées, essaye d'intégrer ça. Donc on les voit intégrer du Loop pour la consigne, du Phoenix ou pour lutter contre les déchets et le gaspillage alimentaire. C'est les premiers à avoir travaillé avec C'est qui le patron pour rétablir un équilibre avec les producteurs. Donc c'est ça. Mais on ne peut pas se contenter de cosmétiques. Ça c'est sûr. Donc, Fabrice Bonifay, il n'y a pas un mode d'emploi pour tout le monde. C'est aussi qu'il y a quand même des grands principes, ceux que vous énoncez tout à l'heure. La première chose à faire, si on veut vraiment que les choses évoluent, c'est la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. Donc il y a quand même une nécessaire pédagogie de l'action avant l'action. Donc on passe beaucoup de temps, nous, et j'ai passé beaucoup de temps à faire du prêche dans l'entreprise pour expliquer la différence entre 1 et 1000, les enjeux de long terme, la relation entre les gaz à effet de serre et l'économie, la corrélation complète qu'il y a entre notre capacité à produire l'énergie et à créer de la valeur business. Donc, et on voit bien que tant qu'on n'a pas compris ces ordres de grandeur, on ne peut pas comprendre l'effort qui va être nécessaire pour changer de paradigme de business. Et heureusement, il y a des patrons qui aujourd'hui ont compris. Et un escalier, ça se balaye par le haut, comme je dis souvent. Donc, si tant que le patron n'a pas compris, le conseil d'administration n'a pas compris, c'était difficile d'agir. Puis ensuite, il faut des méthodes. Parce qu'un but sans méthode est un non-sens. Il faut une méthode de management différente, qui consiste en fait à libérer les énergies internes de l'entreprise, parce qu'il va falloir qu'on innove à tous les étages, innover sur les modèles économiques, innover sur les produits, innover sur la commercialisation. Il va falloir mettre en place une nouvelle métrique de la performance. Alors, c'est une nouvelle comptabilité de la performance. Ben oui. Parce qu'on a la comptabilité du triple capital, de dire, voilà, aujourd'hui, on utilise les ressources naturelles comme des actifs au bilan, mais on ne les compte pas au passif. Donc, c'est facile de gagner de l'argent aujourd'hui en exploitant sans vergogne toutes les ressources. Et c'est-à-dire, les entreprises qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui sont les entreprises qui polluent le plus. C'est quand même un non-sens. Donc ce serait bien qu'on puisse mettre au passif du bilan des provisions, des investissements pour régénérer les ressources naturelles et que ça compte dans le bilan de résultat, dans le compte de résultat. Donc nous, au C3D, on milite pour l'adoption de cette nouvelle façon de compter la valeur. Et puis après, il faut aussi être un peu lucide
on ne va pas continuer d'avoir les mêmes niveaux de rentabilité dans les années qui viennent, c'est pas vrai. Donc il faut tenir un discours de vérité aux actionnaires et dire voilà, soit vous nous demandez de continuer de gagner beaucoup et ça va s'arrêter très vite, ou de gagner un peu moins pour que ça dure beaucoup plus longtemps. C'est un choix de société. Donc toutes les entreprises peuvent s'y mettre. C'est à la portée de toutes les entreprises. C'est à la portée de toutes les entreprises. D'ailleurs, on est en train d'écrire un ouvrage avec Céline qui expliquera comment des entreprises pionnières, et certaines font ça depuis 25 ans, arrivent à gagner de l'argent. Pocheco, Interface, il y en a plein. On les cite dans le chapitre 3 du bouquin. Comme quoi c'est possible. C'est des entreprises rentables et qui ont des impacts neutres sur les écosystèmes et sur l'environnement. Eh bien, c'est ces modèles-là qu'il faut promouvoir. Alors, on a bien conscience qu'il y a 99% des entreprises dans le monde qui n'adoptent pas ce modèle-là, parce que dans les écoles de commerce, on n'apprend pas ça, parce qu'on est dans une économie qui ne promeut pas ça. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on sanctuarise le vivant, qu'on comprenne que de toute manière, il n'y aura pas d'économie viable dans une planète à 4 degrés, on y va tout droit, là, si on continue comme ça, et que la France a tout intérêt à devenir un phare dans cette nouvelle économie, parce que nous n'avons pas de ressources énergétiques fossiles, et donc on est très dépendant des importations. Donc il faut qu'on puisse s'affranchir de cela en proposant au monde un nouveau modèle d'affaires qui sera un modèle d'affaires contributif. Céline Puch-Ardichvili, ce qu'on vous oppose prioritairement, c'est la rentabilité, ça va d'abord nous coûter de l'argent, ça ne va pas nous en rapporter. C'est ça le premier discours que vous avez montré. Évidemment, il y a des investissements à faire, des réflexions sur le long terme à entreprendre, c'est sûr. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un mouvement réel. On parle du consommateur, du citoyen, de l'étudiant. En réalité, on est une seule personne. On est un citoyen qui consomme, qui a fait des études, qui en refait, qui travaille, etc. Et on a tous besoin de cohérence. Et c'est ce mouvement-là qui va amorcer la pompe avec les entreprises pionnières, évidemment, qui vont démontrer leur rentabilité. Et ça va créer une EOLA. Si vous avez les fameux 10% pour faire levier, ils existent. Là, il y a quelques jours, il y a un syndicat qui vient de se créer pour agir de l'intérieur et que les salariés donnent de la voix. Il y a, pour un réveil écologique, 32 000 étudiants de 400 universités et écoles qui exigent d'aller travailler dans une entreprise qui prend ces impacts-là en compte. Donc on voit que de l'intérieur, ça commence à bouger. Et puis après, vous avez des Change Now qui réunissent tous ces écosystèmes et qui les font échanger avec des entreprises plus traditionnelles, finalement, qui se posent des questions et qui ont envie de trouver des solutions. Donc on n'a pas dit que ce serait facile. Mais c'est parti et ça va durer. Et c'est la seule solution pour qu'on profite de cette planète le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous reviendrez parce que c'était super. Et donc on refera un débat sur des thématiques approchantes. Ça, c'est promis. Tout de suite, c'est Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur. Sortez vos parapluies. Bonjour Antoine Gros, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président, cofondateur avec Aurélien Rinaldi de Beau Nuage. Votre métier, c'est les parapluies. Alors, je crois que l'idée est née sous le crachin londonien. Racontez-nous. Oui, tout à fait. On était étudiants à Londres. La pluie faisait partie de notre quotidien, comme vous le savez. Et on a eu l'idée de créer une marque de parapluies pour essayer de faire aimer les gens, aimer la pluie aux gens, leur donner la bonne humeur les jours de pluie. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours avec Beau Nuage. Et en fait, Beau Nuage, c'est une entreprise, je dirais, qui essaie de répondre à deux constats un petit peu embêtants sur les parapluies. Je pense que vous avez tous été déjà embêtés avec des parapluies qui sont trempés, qui dégoulinent sur le sol, dont on ne sait que faire. Je pense également que vous avez déjà souvent vu des parapluies dans des poubelles, dans la rue, qui jonchent le sol, etc. Et bien voilà, nous on essaie de créer des parapluies qui répondent efficacement à ces problèmes. Donc durable. Déjà la housse, elle est absorbante, c'est ça, c'est quoi? En gros, nos parapluies sont à la fois éco-responsables et innovants. Ils sont tout d'abord innovants parce qu'en fait, ils sont munis d'une petite housse absorbante qui permet de les ranger tout simplement toujours au sec. Quand ils sont mouillés. Ouais, donc c'est vraiment très pratique les jours de pluie. Un peu plus haut parce que là on ne le voit pas. Voilà. Ouais. Vous avez une petite housse comme ça, il suffit de mettre le parapluie dedans. C'est une technologie qu'on a conçue, une technologie d'absorption en triple couche qui est maintenant brevetée en France, en Europe, donc on est vraiment les seuls à les faire. Et puis ils sont éco-responsables pour de multiples raisons, principalement parce que déjà ils sont faits, les toiles qui permettent de fabriquer nos housses et nos parapluies sont faites à partir de bouteilles plastiques recyclées.
Et d'autre part, parce qu'on a tout un tas d'engagements sur le terrain de l'écologie et d'engagements sociaux également, qui, je dirais, donnent du sens à notre aventure. Et, on va en détailler certains. Justement, mais alors, tout est venu d'un déclic en 2019, puisque votre société a été créée en 2016. La société a commencé en 2016, mais en fait, on a toujours eu l'ambition de limiter au maximum le gaspillage de l'industrie du parapluie. Il faut savoir que c'est une industrie quand même très polluante, avec des matériaux lourds, etc. Dès le départ, quand on a commencé l'aventure, on s'est dit qu'on allait tester absolument 100% de nos produits. On l'a fait depuis le début. Au début, on était tous les deux avec mon associé à faire les tests dans nos petits appartements parisiens. On a continué. Maintenant, on a en fait... travaillé avec un ESAT, voilà, on travaille avec des ateliers d'aide par le travail aux personnes en situation de handicap. Et donc, ils font ce travail titanesque de tester 100% des parapluies qui sont vendus dans tous nos magasins revendeurs ou sur notre site internet beau-nuage.fr. Ils sont tous testés avant envoi. Et ceux qui sont ça permet défectueux, d'éviter vraiment le gaspillage. Et naturellement, qui dit test dit parapluie mis de côté, naturellement. Donc les parapluies mis de côté, soit ils sont complètement défectueux, et dans ce cas-là, ils sont transférés à des centres de recyclage qui les recyclent en moyenne 95%, ce qui est pas mal, parce qu'on a quand même de l'acier et de l'aluminium qui sont des matériaux lourds, comme je le disais. Et ceux qui sont encore en état, ils sont donnés à des personnes dans le besoin, donc des sans-abri, des personnes aux revenus modestes, via des ressourceries avec lesquelles on travaille à Paris ou dans la région niçoise. Et du coup, ça fait un petit cycle un petit peu vertueux qui permet de limiter au maximum le gaspillage et de s'assurer que les parapluies qu'on vend sont de très bonne qualité. Alors, quels sont vos autres engagements, du coup On a également... alors, il faut savoir que le but de l'entreprise, c'est quand même, comme je le disais, de vous rendre heureux les jours de pluie. Donc, voilà, on fait souvent des blagues de la pluie. On souhaite la pluie. Notre motto, c'est que la pluie soit avec vous. Donc, comme on fait beaucoup de blagues autour de l'eau, on a décidé de s'engager autour de l'eau avec l'association Solidarité Internationale. Donc, en fait, c'est une association qui favorise l'accès à l'eau potable dans des régions où l'eau est malheureusement une ressource très rare. Et je pense que c'est important de le signaler. Donc, sur tous les parapluies vendus sur notre site internet beau-nuage.fr ou en magasin, il y a un pourcentage qui est reversé à Solidarité Internationale et qui crée ça. On dit qu'un parapluie vendu représente en moyenne entre 6 et 12 heures d'accès à l'eau potable pour un foyer. Et puis pour terminer, il y a cette collection que vous venez de lancer avec un artiste italien, il s'appelle Maniaco d'Amore, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, c'est une collection sur le thème de l'engagement écologique et du recyclage et aussi du rassemblement autour de cette problématique, parce que je pense que je fais partie d'une génération où on a tous envie de faire quelque chose. Et j'invite vraiment tous les entrepreneurs qui commencent à se dire aussi: allez-y, faites quelque chose. Soyez pas parfait, c'est impossible, mais faites quelque chose à votre niveau, parce qu'en fait, on a tous un petit truc à apporter. Et donc, on a voulu un petit peu représenter ça de manière très poétique dans une collection autour de l'écologie. Et cet artiste italien, Pietro Tenuta, alias Maniaco d'Amore, a fait des dessins assez remarquables sur ce sujet que je vous invite à aller découvrir sur notre site internet. Voilà, c'est un joli clin d'œil. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Antoine Gros, on peut dire bon vent à Beau-Nuage pour un parapluie, c'est pas bonne pluie, mais... bonne pluie. Oui, bonne pluie. On va vous dire bonne je pluie. vous souhaite la pluie et je pense qu'aujourd'hui vous allez. Voilà, on en bouffe beaucoup quand même depuis 3 semaines à Paris, mais ben, on va tester vos parapluies. C'est l'automne. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain à 9h midi et 20h30 sur Bismart. Ciao, salut à tous. À bientôt.